avec la deuxième table ronde plénière, consacrée, vous l'avez lu, à l'invention des cuisines nationales. Quelques mots d'introduction, comme Peter Scholliers, qui participera à cette deuxième table ronde, l'a fait tout à l'heure. Après, je rejoindrai mes camarades. Pour cadrer, mais vous avez vu déjà le cadrage sur le programme, parce que vous êtes des gens très sérieux, vous avez lu le programme attentivement, ligne à ligne. Peut-être une remarque générale avant d'arriver au thème de la table ronde. La mise en avant de l'Europe, ça a sans doute du sens à n'importe quelle époque, mais surtout en ce moment. Je crois qu'il faut un certain courage politique et culturel pour mettre à ce point en avant l'Europe. J'ai bien retenu la dernière phrase assez brillante du président Wendrix, qui a dû partir. Déguster l'Europe, c'est bien. Et moi, ça me faisait tout de suite penser au fait qu'en ce moment, c'est l'Europe qui déguste, plutôt. Les prochaines élections européennes, n'en parlons pas, on attend, mais les résultats devraient être très intéressants et peut-être catastrophiques pour un point de vue européiste. Donc, un certain courage politique. Un certain courage culturel, d'une certaine façon, puisque, en effet, à partir du moment où l'Union européenne vacille, je n'hésite pas à le dire, sur le plan politique, les considérations culturelles sur l'unité européenne prennent une autre couleur, et on sent bien que d'autres identifications reprennent du poil de la bête, enfin, si on joue sur le mot bête, d'ailleurs, bien. Mais je suis très heureux d'avoir noté tout à l'heure que nous sommes dans l'année européenne du patrimoine culturel, qui est la résolution de 2014, etc. Bon, voilà, on peut s'adosser à quelque chose, on va voir pour marcher dans quelle direction. Ça, c'était une petite considération très, très générale, mais je pense qu'il faut la faire, parce que nous sommes des chercheurs, nous sommes des cuisiniers, nous sommes des enseignants, nous sommes aussi des citoyens. Voilà. De plusieurs pays, d'ailleurs, y compris du Luxembourg. Je salue de nouveau Léa, qui va nous quitter, je le précise tout de suite. Donc, quand elle quittera la scène, ne pensez pas qu'elle est furieuse de ce qu'elle vient d'entendre, qu'elle n'a pas assez parlé, hein, c'est qu'elle a un train à prendre. Enfin, à supposer que les trains fonctionnassent, bien sûr. Enfin, on va considérer que les trains, surtout inter-européens, fonctionnent. Bien, alors, la problématique de l'invention des cuisines nationales est liée évidemment à la thématique qu'on a déjà soulignée en introduction et à l'occasion surtout de la première et brillante table ronde. Cuisine au pluriel, l'Europe, et cuisine européenne au singulier, évidemment. Et j'ai bien noté un certain nombre de considérations qui déjà préparaient cette deuxième table ronde lors de la première. Je salue les participants et participantes de la première parce que ils et elles ont fait avancer certainement notre réflexion. Peut-être que les interventions de mes camarades seront un peu différentes en fonction de ce qu'ils ont entendu, à l'occasion de la première table ronde. Je crois qu'effectivement, on peut s'interroger sur l'existence d'une cuisine européenne, et je pense qu'il y aura 36 colloques qui vont reprendre cette question pendant 36 ans. En revanche, on ne peut pas nier qu'il y ait des cuisines, alors non seulement d'Europe, mais je dirais en Europe. Et c'est plutôt sous cet angle-là qu'on va reprendre la question, et sous l'angle, effectivement, de l'invention. Alors, tous les historiens, anthropologues, sociologues présents ici ou dans la salle savent qu'on passe notre temps à parler d'invention. Hein, tous inventent, c'est quand même très tendance, et à juste titre, de mon point de vue culturaliste, c'est tout à fait normal. Mais ce qui a d'abord été inventé, vous le savez peut-être, c'est l'invention de la tradition. Enfin, c'est le fait que des historiens, des anthropologues associés, Eric Hobsbawm pour l'histoire et Terence Stranger pour l'anthropologie, ont lancé, il y a déjà pas mal de décennies, la notion d'invention de la tradition. Notion qui en elle-même, quand on lit le livre qui s'appelle, pour certains d'entre vous l'avez peut-être lu, L'invention de la tradition, les contributions, à mon avis, sont inégales. Il y en a une absolument géniale sur l'invention de la tradition écossaise, par Hugh Trevor Roper, qui est extraordinaire, parce que si vous êtes amateur, on l'est tous plus ou moins, de culture écossaise quelque part, vous apprendrez, si vous ne le savez pas déjà, en lisant Trevor Roper et quelques autres, que effectivement le kilt, les tartans, bon, tout ça, c'est quand même daté, et daté même assez précisément du XVIIIe siècle. Donc l'invention des traditions, c'est absolument capital. On l'a bien vu tout à l'heure avec un certain nombre de recettes de cuisine supposées ancestrales et qui datent de la veille au soir. Bon. En même temps, moi j'ajouterais en tant qu'historien, it works. Ça marche. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours déconstruire, mais ce qui est intéressant après, c'est que, je vais continuer à parler anglais, print the legend. Dans un très grand film
de John Ford qui s'appelle « L'homme qui a tué Liberty Valance », vous avez quand même le maître mot, un journaliste qui, confronté à une fake news, quasiment, s'interroge. Est-ce qu'il faut révéler la vérité? Et la conclusion, c'est non, il faut imprimer la légende. Donc les sociétés, elles aiment les légendes et elles les impriment. Donc une fois qu'on a déconstruit, de toute façon, pendant ce temps-là, dans le dos des sciences sociales, vous avez les nations ou les groupes sociaux, etc., qui reconstruisent leur petit édifice. Nous ne nous faisons pas d'illusions de ce côté-là. En tous les cas, il y a invention de la tradition, et donc on peut penser qu'il y a eu invention des cuisines nationales, tout simplement parce qu'il y a eu déjà l'invention de la nation. La nation, ce n'est pas à ce point ancien que ce n'est pas, sinon une date de naissance précise, évidemment, en tous les cas, des origines. Et il est évident qu'à partir du moment où la nation n'a pas toujours existé, et ce qui est né mourra, donc peut-être qu'elles disparaîtront un jour, c'est pas demain la veille si on considère l'actualité, ce n'est pas demain la veille que les nations vont disparaître. Peut-être qu'il y a 30 ans, je n'aurais pas tenu ce discours, hein, mais 30 ans après, j'insiste lourdement, ce n'est pas demain la veille que les nations vont disparaître. Et à partir de ce moment-là, comme elles ont une origine et que leur fin s'éloigne comme l'horizon, c'est peut-être intéressant de voir dans quelle mesure ça a concerné aussi le domaine des cuisines. Alors, soyons clairs, ça peut concerner la culture du manger et du boire. Hein, ça peut concerner, bien sûr, les boissons, le rapport au vin, à la bière, etc. On l'a compris. C'est cuisine au sens le plus large. Tout ceci renvoyant aux mises au point sur lesquelles on ne reviendra sans doute pas, très intéressante de Peter tout à l'heure, sur les processus d'identification, qu'ils soient d'ailleurs sociaux ou sociaux, que national, par exemple, sans parler d'identification genrée et la suite. Et on peut s'interroger, je pense que plusieurs d'entre vous le feront, peut-être en particulier Gilles Laferté, je présenterai dans un instant un peu plus complètement les intervenants, pourront insister sur le rôle de certains acteurs dans cette invention des cuisines nationales. Il y a sans doute des acteurs plus acteurs que d'autres. Est-ce qu'il y a des journalistes, des critiques gastronomiques, des médecins, des artistes, des hommes politiques qui auraient joué un rôle, individuellement ou en groupe, plus généralement des intellectuels, et puis, d'autre part, en effet, mais donc pas que, des cuisiniers, voire des entrepreneurs, des entreprises, après tout, des entreprises dans le domaine agroalimentaire qui jouent sur un patrimoine, une identité, et qui contribuent à faire avancer le schmilblick. Ça, c'est la question des acteurs. Après, c'est la question, effectivement, de la manière dont ça circule. On reparlera de métissage, certainement. Je précise tout de suite, sans vouloir spoiler, qu'il n'y a pas de contradiction entre, et ça a été montré d'ailleurs par Osguet, que je salue à cette occasion, que le métissage n'est pas incompatible avec la renationalisation. Parce que ce qui compte, c'est la manière dont ça va finir par produire du national, avec tous les métissages qu'on veut. Donc il y a cette question-là. Et puis il y a la question des valeurs que, évidemment, parfois sous la forme de stéréotypes, véhiculent les nations, je ne dis même pas les nationalismes. Dans quelle mesure est-ce qu'on retrouve dans le discours... Tout à l'heure, il y a une intéressante question de Florent qui n'a pas été forcément complètement comprise, où il parlait de discours sur le métissage, ce qui voulait dire qu'il y a, pour simplifier, parce que c'est toujours plus compliqué, le discours et les pratiques. Et ce qui est intéressant, c'est la circulation entre les deux. Donc, effectivement, quels sont les discours nationaux? Dans quelle mesure, après tout, est-ce que, quand on parle d'une cuisine française, italienne, allemande, etc., suivant déjà qu'on est soi-même de la nationalité ou qu'on est étranger, est-ce qu'on ne plaque pas les stéréotypes qu'on a sur les Italiens en général, les Allemands en général, les Français en général? On peut penser que oui. Ce sera intéressant que des études de cas, si je peux conseiller aux intervenants d'être dans les études de cas le plus possible, vont nous développer, je le suppose. Et maintenant, j'arrête de parler, je vais me contenter à la limite d'être le maître des horloges. Enfin, certainement pas jupitérien, parce que c'est très mal porté en ce moment. Alors, Léa Linster, qui va donc nous quitter, aura la première la parole. Je la représente à celles et à ceux qui n'auraient pas été là tout à l'heure. C'est la grande chef cuisinière luxembourgeoise. Donc, on ne peut pas faire la grimace, on ne peut pas nier quand même. Voilà. Et on a déjà été très intéressé de ce qu'elle a dit sur la manière dont sa vocation s'est développée dans un espace à la fois contraint de Luxembourg et finalement mondial, quelque part. À ses côtés, Florent Kellier, professeur d'histoire moderne à l'université d'Angers, ce qui est assez récent et on le salue à cette occasion-là, qui est un grand historien des pratiques culinaires, aussi des discours, et j'irais effectivement de la fin du Moyen-Âge,
presque jusqu'à nos jours, hein, il l'a prouvé, mais avec une expertise sur les périodes qui s'étendent du XVIe au XVIIIe siècle. Ensuite, Françoise Saban, professeure à l'École des hautes études en sciences sociales, grande spécialiste de la culture chinoise, mais pas que, qui intervient aussi, quand on regarde sa bibliographie, sur d'autres terrains que l'extrême-orient chinois. D'ailleurs, elle connaît très bien l'extrême-orient japonais aussi. Et elle a eu l'occasion, et je pense qu'elle va nous le prouver de nouveau, de travailler sur un certain nombre de, alors on va dire, de mythes culinaires extrême-orientaux. Je précise tout de suite, je pense que je ne suis pas le seul à cette tribune, que le mot mythe n'est pas péjoratif. Le mythe, c'est un récit, c'est toujours un récit qui structure une communauté, qui la construit. Donc nous avons tous nos mythes portatifs, sinon on s'effondrerait à l'état de, je sais pas quoi, scolopendre, enfin non. Donc précisons, hein, c'est pas du tout péjoratif. C'est pas forcément non plus amélioratif, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Gilles Laferté, je ne me trompe pas, directeur de recherche à l'INRA, ça va, ouf. Gilles Laferté est à la fois sociologue, puisqu'il est classé sociologue dans la structure de l'INRA, donc respect, mais en même temps, à mon avis, pas mal anthropologue, il dirait même ethnographe, si je le lis bien, mais moi je vais dire anthropologue, et c'est d'autant plus intéressant, et Gilles a pas mal travaillé, il y a déjà quelques années, entre autres sur des identifications régionales, et en particulier bourguignonnes. Voilà. Peut-être qu'il aura l'occasion de le prouver de nouveau, mais pas que là aussi. Hein. Et puis Peter Scoliers, que je ne présente pas, puisqu'on l'a présenté tout à l'heure, dont je viens d'apprendre qu'il est comme moi professeur émérite. Alors, on se salue entre jeunes vieillards, voilà, tous les deux. Alors est-ce que je vais pouvoir bien prononcer Vrije Universiteit, c'est ça? C'est à peu près ça. Voilà. Et je vais donc tout de suite donner la parole à, et je vais m'empresser de rejoindre le groupe, à Léa Linster, pour 5-8 minutes maximum. Oui, vous pouvez dire Schluss. Oui. Voilà. Stop. Donc la question de l'invention éventuelle d'une cuisine luxembourgeoise. Oui, alors la cuisine luxembourgeoise, c'est une cuisine du terroir, carrément. Et dans les années, avant les années 80, les Luxembourgeois, ils étaient très timides. Ils n'ont pas voulu dire on a une cuisine luxembourgeoise parce qu'ils n'en étaient pas fiers. Parce que dans les années 70, les banques se sont ouvertes au Luxembourg et puis ont trouvé que la pauvre cuisine luxembourgeoise ne pouvait pas pouvait pas être très attractive. Et l'invention que moi j'ai fait quelque part pour la cuisine luxembourgeoise, après que j'avais gagné ici le Grand Prix, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais le bon moment pour réinventer cette cuisine. Parce que ici c'est en France, oui, c'est pas à Tours. À Lyon. Voilà. Ah oui, en France, à Lyon, le Bocuse d'Or. Donc j'ai eu le prix Bocuse d'Or. J'étais déjà étoilée à l'époque. Et puis je me suis dit, c'est à moi, parce que maintenant on va écouter ou on va regarder ce que je fais. Et ce que j'ai fait, j'ai quelque chose pour la cuisine luxembourgeoise, parce que ça me faisait ça me rendait triste que nous, dans ce pays où on aimait tellement manger, parce que les Luxembourgeois, c'est surtout des palais. Et c'était le vin, c'était le bon manger, c'était la proximité de la France qui probablement nous a donné tout ça. Et on n'avait pas de cuisine, pas de vrai. La concoyote, oh mon Dieu, personne ne voulait la manger. Les harengs sorts, ils étaient trop aigres. Les jambons trop salés et les collets de porc, etc. Sauf les pommes de terre. J'avais utilisé ces pommes de terre aussi pour convaincre le jury international au Bocuse d'Or. Alors je me suis dit, si avec un produit aussi simple, j'ai pu les convaincre, je vais lui rendre ça à cette cuisine, parce que on peut faire quelque chose d'excellent avec le plus simple. Et la réinvention que j'ai faite pour cette cuisine, c'est que je l'ai regardée d'une autre façon. Au lieu de la faire, elle n'est pas assez bonne pour être vraiment soignée, je me suis dit, toute chose devient bonne si on lui donne le soin nécessaire. Et je suis arrivée à rendre cette cuisine luxembourgeoise délicieuse. Après, ils ont dit, ah, c'est tellement bon, parce que
des choses simples, par exemple des saucissons. On ne leur donnait pas assez de soins et on mettait des choses dedans préfabriquées. Alors je me suis dit, avant qu'ils avaient ces produits, ils ont fait des vraies saucisses. Et c'est là que j'ai fait de la recherche et j'ai trouvé que c'est facile à faire et comme toute chose qu'on sait faire, c'est facile, dès qu'on sait le faire, ça devient facile, mais il faut le faire. Et cette cuisine luxembourgeoise, aujourd'hui, j'en suis très fière parce que elle est aimée et les gens, quand ils viennent au Luxembourg, ils disent on veut goûter la cuisine locale. Alors ça c'est très important. Quand on va dans un pays, c'est comme les vins. On veut boire le vin de la région. On a des très bons vins et on a de la très bonne cuisine et comme j'ai dit avant, on a du très bon beurre et on est inspiré par la cuisine. Bon, c'est la même région, c'est le même climat que la cuisine lorraine. Et quand c'est simple et c'est bon, on ne manque de rien d'autre. Mais en quelque sorte, vous nous racontez un cercle vertueux, c'est-à-dire vous avez quand même joué un rôle, il y a un individu, vous, qui a quand même joué un rôle, ce qui ne me paraît pas du tout surprenant parce qu'on pourrait retrouver l'équivalent dans d'autres cultures nationales, qui effectivement se pose la question d'un patrimoine, c'est d'accord, oui. Mais c'est quand même aussi votre œuvre, à vous, un certain individu. Et est-ce que les médias luxembourgeois, voire même étrangers, maintenant ont intégré ça, c'est-à-dire qu'on sait qu'en allant chez vous, c'est la cuisine luxembourgeoise, c'est devenu évident. Si on vient au Luxembourg, oui, mais si on vient dans mon restaurant est un restaurant plutôt de cuisine française. Mais j'ai jusqu'ici toujours eu encore un restaurant à côté où j'ai pratiqué la cuisine luxembourgeoise. Et comme le travail il est fait maintenant, oui, il faut rester avec. Pour que les choses restent bonnes, il faut rester avec. Et comme j'aime bien voyager et venir à Tours... C'est une phrase qu'on peut noter, voilà. Oui. Et oui, parce que rien ne reste bon par hasard. Il faut que quelqu'un s'y met et donne son cœur, sa passion. Parce que sans ça, tout devient banal et médiocre. Rien ne reste bon par hasard. C'est une deuxième phrase que je note mentalement. J'espère les retenir. Oui. Mais sans vouloir aller au-delà, en se disant, au-delà d'une cuisine luxembourgeoise qui serait votre œuvre quelque part, même si vous sollicitez peut-être des souvenirs familiaux, etc. Quand vous parlez de la cancoyote, moi ce qui me frappe, c'est que du coup, il y a quand même une hypothèse. Le Luxembourg, Peter le sait, avait une extension plus large. Ça intégrait le Luxembourg aujourd'hui belge. Et puis même les frontières Luxembourg sont par définition assez floues jusqu'au XVIIIe, voire XIXe siècle. Et même, a fortiori, XXe, c'est à peu près cadré, moyennant quelques invasions. C'est comme ça qu'on cadre les frontières. Mais quand vous me dites cancoyote, moi je pense presque à l'Otharingie. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte d'unité même qui descend la Lorraine, voire la Franche-Comté, non? Oui, absolument. Voilà, la Franche-Comté, voilà. Ouais. Donc, mais on voit du coup. Mais je pense que chez nous, elle colle le plus. non, mais en même temps, c'est ce qu'on disait dans la première table ronde. Les frontières, ça a un sens très limité pour un certain nombre de nos questions. Mais en même temps, après, il peut y avoir une cristallisation. On peut penser que maintenant, plus on va avancer dans les prochaines années, plus grâce à vous, et sans doute d'autres qui vont vous rejoindre, on parlera de cuisine luxembourgeoise. Alors que vraisemblablement, ça faisait rire certains, y compris au Luxembourg. Et ça ne dérange pas quand on rit d'abord. Ça ne fait rien du tout. Ce qui est important, c'est quand on y goûte, qu'on ressent un certain bonheur et qu'on ressent que... parce que les pays, tous ces pays, à travers leur cuisine, ils ont montré s'ils étaient accueillants ou non. Parce que pour gâter celui qui visite, je trouve ça un très bon partage. Et la bonne cuisine réunit tout le monde. En tout cas, je note, et après je donnerai la parole à Peter, je note un point aussi important. Vous avez dit qu'on découvre qu'il y a de bons vins dans cette région. Grosso modo, on est dans une logique qui a consisté à partir du moment où il y avait reconnaissance. Vous savez, c'est ça, la reconnaissance, ça fait monter en gamme. Ouais. Moi, j'ai une petite expertise qui n'est pas dans la cuisine, qui est dans la bande dessinée. À partir du moment où, dans les années 60, certains ont dit, mais la bande dessinée est un art, je parle sous le contrôle de Peter, eh bien, ça a fait monter l'exigence, contrairement à ceux qui disaient, bah oui, c'est le nivellement par le bas, alors si maintenant la bande dessinée est un art, même chose pour la cuisine, ça fait monter l'exigence, et pour le vin, c'est clair. C'est clair. Exactement. Parce en tout cas, il fut un temps où vin de Moselle, c'était pas forcément une référence, et puis maintenant. Mais maintenant, c'est délicieux. Voilà. Ouais. Ah bon, au Luxembourg, ce qui est peut-être aussi en France, mais au Luxembourg, tu dois réussir à l'étranger
pour être accepté dans ton pays. On reviendra peut-être, si Léa n'entend pas le bruit du train qu'il appelle, sur la question de l'identité luxembourgeoise. Moi, ce qui me frappe quand je vais au Luxembourg, ça m'arrive assez souvent, c'est que j'entends parler généralement portugais. Mais ça, c'est sûr. Et je dis bien portugais, pas arabe. Mais ça, il y aurait des choses à dire là-dessus. Eh oui, oui, enfin bon, on peut en parler. En tous les cas, beaucoup plus portugais qu'arabe. Peter, recevant la feuille de route, tu m'as dit que tu avais quand même quelques questions presque préjudicielles à poser à la problématique des cultures nationales, des questions de méthode, pourquoi pas. Alors, oui. Utilisons un grand mot qui va faire bâiller tout le monde, épistémologique. Épistémologique, oui, non. Quand Pascal m'a invité d'intervenir ici, j'étais un homme heureux. Et maintenant, c'est foutu. Maintenant, c'est foutu. Parce que j'étais en train de travailler sur un article qui s'intitule, c'est en anglais, qui s'intitule Food Waste and Nationhood. Food Waste, c'est intraduisable, je pense en français, ni en néerlandais, ça ne fonctionne pas, mais ça veut dire peut-être la cuisine, mais encore beaucoup d'autres choses. C'est tout ce qui a trait à l'alimentation. D'un côté, de l'autre côté, nation. Nationalisme, etc. La question m'a été posée il y a 3 ans par le Cambridge University Press. Donc j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai vraiment pris le temps, et comme Pascal vient de le dire, j'étais déjà en semi-émérita, et donc j'ai profité de vraiment pouvoir lire des choses que j'avais aucune idée, parce que j'ai essayé de combiner 2 traditions de recherche. D'un côté, l'histoire de l'alimentation, bon, je connais un petit peu, mais de l'autre côté, une histoire totalement inconnue pour moi, l'histoire de la nation, du nationalisme. Et là, c'était pour moi, disons à 90%, tout à fait nouveau. Alors ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est de reprendre dans la tradition de l'histoire de l'alimentation la nation-État, est-ce qu'elle est présente ou pas? Et dans la tradition de la recherche en nationalisme, est-ce que l'alimentation est présente ou pas? Et là, ça donne pour l'historien, pour le sociologue, pour l'anthropologue, un gros travail à faire. Alors, j'ai découvert, mais c'est pas nouveau hein, quand je dis ça, mais j'ai découvert que dans la tradition de l'histoire de l'alimentation, il y a très peu d'intérêt pour la nation jusqu'aux environs des années 1990. Alors il faut que j'utilise le mot 90 belge. Et tout ça c'est national, hein. 90. C'est pour ça que je fasse ça, hein, pour mon identité belge. Avant il y avait des précurseurs, peut-être 2 ou 3, pas plus, qui n'étaient même pas des historiens, qui étaient sociologues. Je pense à Stephen Mennel, peut-être que le nom est connu, qui a fait une étude, je pense en 1900, ça a été publié en 1985, sur l'histoire de l'alimentation en France et en Angleterre. C'est un précurseur. D'autre côté, il y a Aryan Appadurai, qui a travaillé sur la cuisine en Inde à partir des livres de cuisine. Là, la nation apparaît. Soudainement, non, ça prend du temps évidemment, mais au milieu des années 90, 95, 96, il y a une vague qui nous arrive en histoire de l'alimentation qui met la nation, qui découvre la nation, pour ainsi dire, et probablement c'est une réaction vis-à-vis de la soi-disant globalisation qu'on connaît en pratique, mais aussi en théorie, dans toutes nos recherches, dans toutes nos disciplines. Alors à ce moment-là, on voit des historiens, et j'ai noté quelques noms pour prouver le cas. Non, j'ai pas noté. Des historiens. Mais il y a des historiens, et entre autres Pascal, qui a écrit déjà assez tôt sur l'idée de la gastronomie française. Et au fait, c'est un bel exemple d'une nouvelle tradition qui se met en place depuis ces années-là. Alors aujourd'hui, pour beaucoup d'historiens, la nation est bel et bien présente dans leur... quand ils écrivent, ils réfléchissent sur l'alimentation.
Bon. De l'autre côté, c'est la tradition de l'histoire de la nation. Là, c'est beaucoup plus facile à répondre à la question, est-ce que l'alimentation est présente dans cette tradition-là? Réponse nette, non. Jusqu'à un moment donné, la même période environ, le milieu des années 90, 96, il y a un auteur anglais qui n'est pas dans la tradition de l'histoire du nationalisme, qui s'appelle Michael Billig, et qui fait un livre qui s'intitule Banal Nationalism, le nationalisme de tous les jours, du quotidien. Et là, il dit, voilà, le nationalisme qu'on connaît, c'est les grandes manifestations, en Angleterre, c'est le roi, la reine, etc., c'est des choses qu'on connaît. Dans des petits pays comme la Belgique, c'est quoi le nationalisme? Il y a tant d'historiens qui sont occupés. Il dit, c'est tout ça, c'est bien, mais il faut aussi considérer la banalité de tous les jours, et là, l'alimentation entre. Dans quelle mesure est-ce que la frite belge, pas la frite française, la frite belge est belge? Ta frite est belge. Ma frite est belge, sans aucun doute. Hein. Alors là c'est une question qu'on se pose, et il y a des historiens du nationalisme qui s'y opposent en disant non, il ne faut pas s'occuper des choses tout à fait banales. Par contre, il y a une nouvelle vague d'historiens du nationalisme, de sociologues, de politicologues qui se disent tiens, c'est pas mal vu ça. Parce que ça apporte une autre dimension à toute une tradition. Alors là, j'étais, seconde fois, je prends encore 2 minutes, j'étais une seconde fois un homme très heureux en découvrant un livre qui a été publié fin 2016, en anglais, et qui s'intitule Food, National Identity and Nationalism. Alors là, c'est notre topo, hein. Publié par Ronald Ranta et Atsuko Ishio, qui sont tous les deux attachés à la Kingston University de Londres, et qui réfléchissent sur le problème qui nous intéresse ici d'une façon méthodologique. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais voilà, c'est une bonne réponse à des questions qui donnent des réponses au-delà du sentiment, au-delà de ce qu'on ressent quand moi j'ai en tête la cuisine française ou la cuisine franco-belge ou belgo-française. Hein, ça, il y a une discussion. Comment étudier cela? Et ils apportent et je vais finir sur ça, ils apportent selon moi une bonne solution. Ils ont découvert qu'au fait, il y a 3 domaines ou 3 niveaux pour étudier la relation entre la nation et l'alimentation. Le premier niveau, c'est le niveau officieux, le bottom-up, le banal nationalism, qui vise à l'étude de tous les jours et la façon dont les gens d'un pays ou d'un autre qui jettent un regard sur un autre pays ont en tête quand ils pensent à une nation et leur alimentation, l'alimentation. Et ça, on en a parlé déjà tout à l'heure, c'est les guides touristiques, les guides culinaires, c'est les magazines de femmes, une source pour un historien fantastique, c'est des journaux, c'est des critiques de restaurants, c'est le parler quotidien des gens. C'est aussi ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est au fait des constructions journalement, sans y réfléchir constamment, mais où la nation rentre. Alors la grosse question est évidemment, pourquoi la nation et pas la région, ou la ville, ou le quartier? Mais selon Ranta et Ichiko, la nation, comme Pascal vient de le dire, de le souligner, est bel et bien là dans nos têtes. Je suis bruxellois, oui. Je suis flamand, néerlandophone, d'accord. Je suis belge, je suis européen. Ça fait déjà 4 choses. Hein. Mais au fait, je suis quoi? Alors, le niveau officieux, c'est le premier niveau, le bottom-up. Et c'est pour eux très important. Le second niveau, c'est le niveau officiel. C'est la nation-État. Dans mon cas, c'est la région flamande, bruxelloise ou wallonne.
voire germanophone, ou belge. Et je prends un exemple fantastique. Je souligne le mot fantastique. C'est le fait que la bière belge, c'est pas la bière flamande, ça n'a pas de sens. Pas la bière bruxelloise, là pour moi ça a un sens. La bière wallonne, ça n'a pas de sens, ou la bière germanophone. Mais la bière belge a été élue l'année passée comme sur la liste de l'héritage immatériel de l'UNESCO. C'est bien, je suis tout à fait d'accord, content pour ce fait, mais ça a pris des années parce que l'UNESCO reconnaît les nations et pas des régions. C'est pas une coïncidence, c'est fait expressément. Alors il fallait qu'il y ait eu un consensus. Mais ça, je dis ça dans deux mots, mais c'est une politique très très fine qui s'est faite en Belgique entre le gouvernement national, c'est une coalition qui est différente du gouvernement wallon, gouvernement bruxellois et gouvernement flamand. Donc il a fallu se mettre d'accord. Bon, ça ne vous impressionne pas, je vois que vous restez calme, mais c'est un fait politique important, nationaliste. Donc ça c'est un bel exemple, et je donne un exemple belge, mais il y a pas uniquement l'UNESCO, on peut reprendre le 19e siècle, la cuisine française, la cuisine gastronomique française était reconnue mondialement dans la pratique, mais aussi dans les discours. Hein, il y a des restaurants français à New York, à Tokyo, plus tard qu'à New York, mais il y a des restaurants français. Et le troisième niveau, et peut-être un niveau très important, c'est le niveau global. C'est la reconnaissance internationale d'une cuisine nationale. Et Rento et Chico donnent des exemples qui sont pas mal. Et la baleine, par exemple, c'est la baleine, hein, le whale, hein, c'est la baleine qui est consommée au Japon. Et je ne sais pas dans d'autres pays. En tout cas, dans l'esprit de beaucoup de gens, la baleine est associée au Japon. Il y a d'autres exemples qu'on peut donner. Et alors là, l'UNESCO est un autre exemple où une identité nationale est reconnue mondialement. Et c'est l'identité nationale et pas l'identité régionale. Alors je termine ici parce que j'ai fait un travail empirique pour tester au fait la théorie des auteurs. Et on a vu ce que c'était qu'un homme parfaitement heureux, ça c'est très bien. Bon, on peut noter les classements UNESCO, hein. La France, l'IEHCA, c'est de quoi on parle, ça joue dans la cristallisation. Hein. Il est évident que quand on voit la liste sur tous les plans, mais là sur le plan alimentaire des classifications UNESCO, qui commence à s'allonger sérieusement, on voit bien que ça renforce l'identification. Bon, on ne va pas donner d'exemple, sinon on pourrait consacrer une table ronde à ça, peut-être qu'il faudra le faire. Et je sais que Peter a aussi travaillé sur le rôle des expositions universelles, par exemple. Hein, chaque pavillon, évidemment, se présentant avec ses stéréotypes, et entre autres sa cuisine. Le pavillon français des expositions universelles, je me retrouvais à Shanghai à cette époque-là, entre autres, ça se reconnaissait à ce qu'il y avait à peu près rien, sauf le restaurant. Alors là, bon, non, mais c'était un peu différent pour le pavillon des États-Unis où il n'y avait rien, mais il y avait des films. Ça, c'était absolument génial. Florent Kellier, bon, on peut dire que vous allez être celui, vous allez être celui qui va peut-être remonter au déluge, en tous les cas, à un moment où quelque part, alors je ne sais pas s'il faut remonter avant le XVIe siècle, en descendant jusqu'au XVIIIe, voire jusqu'à nos jours, se met en place quelque chose qui va ressembler à une identification entre guillemets nationale, avec les fameux mythes, hein, vous avez travaillé sur le mythe italien, bon. Comment est-ce que vous voyez ça de ce point de vue d'historien des temps modernes, au sens français du terme, c'est-à-dire pas du contemporain? Alors avec une approche d'histoire culturelle, un résolument d'histoire culturelle, on peut dater l'invention de la cuisine française de la première moitié du XVIIe siècle avec des racines dans le XVIe siècle. Et c'est à partir de cette période-là, donc première moitié du XVIIe, qu'on a à la fois des techniques, des goûts et un discours associé à une identité française.
et que l'on peut résumer assez rapidement. C'est par exemple la réduction des épices remplacée par les aromates autochtones, le bouquet garni qui devient la base aromatique de la cuisine française à partir du XVIIe. C'est le beurre qui devient la signature de la cuisine française. Quand on prend des livres de cuisine anglais par exemple du tout début du XVIIe, quand on a des recettes on the French fashion, à la mode française ou à la manière française, obligatoirement il y a du beurre. C'est également l'acidité qui va être mesurée, c'est également une séparation, alors c'est un processus qui est très long, mais du salé et du sucré. C'est également une logique cartésienne, et j'utilise le terme cartésien évidemment parce qu'on est sur le XVIIe, qui est l'élaboration d'une pré-cuisine ou de la mise en place, l'élaboration des jus de cuisson, etc., dont on a besoin pour faire les plats qui seront servis aux convives. Et c'est également un discours. Et le discours repose sur deux grands thèmes, en fait, deux grandes thématiques. Une thématique qui tourne autour du naturel, le respect du naturel des produits, qui est une sorte de lieu commun dans la cuisine française que l'on va retrouver au XXe et encore au XXIe siècle, que l'on retrouve très bien par exemple dans un livre de cuisine français de 1654 qui s'appelle Les délices de la campagne, où vous avez un texte qui est dédié au maître d'hôtel, et Nicolas de Bonnefond, l'auteur, dit que le potage au navet doit sentir le navet, au poireau le poireau, au chou, etc. Et derrière le respect du naturel, il faut bien comprendre les produits de France en fait, et ça renvoie à un discours qui est beaucoup plus profond, qui est en économie politique, dans le mercantilisme, où on développe l'idée que la France serait le seul pays en Europe qui peut se suffire à lui-même, alors que les autres pays européens auraient besoin de la France. C'est une idée qu'on a chez Montchrétien, par exemple, où on nous dit que les terroirs, l'agriculture sont les Pérous de la France. Et ça, c'est un élément qui est très présent dans ce discours du naturel. Alors après, on pourrait évidemment se poser des questions sur le respect de ces produits, etc. Mais il y a ce discours sur le naturel. Et l'autre discours, c'est un discours qui va glorifier un modèle culturel. C'est-à-dire que pour bien comprendre la cuisine, il faut quitter la cuisine. Pour bien comprendre l'invention de cette cuisine, il faut élargir et il faut regarder également l'architecture, la peinture, le jardin, les vêtements, etc. Et tout ça se met en place dans le cadre de ce que l'on peut appeler le modèle culturel français qui va être édifié par les Bourbons à partir du XVIIe siècle, dans le cadre d'une reconstruction du royaume après les guerres de religion. Et clairement, si on est au XVIIe, on voit que ce modèle culturel français se construit contre deux modèles culturels qui étaient les modèles culturels dominants au XVIe siècle, à savoir, pour l'aspect vraiment culturel, le modèle italien, et du point de vue de la puissance politique, le modèle castillan. Et si on prend le discours français au XVIIe, autour de l'alimentation, on voit clairement qu'on se construit par rapport ou contre ce modèle culturel italien et le modèle castillan, et que cette cuisine française prend une identité nationale au fur et à mesure que pâlit la puissance culturelle italienne et la puissance politique espagnole. Et au XVIIIe, alors qu'on est toujours donc dans cette construction de la cuisine française, le contre-modèle, c'est l'Angleterre. Le contre-modèle, c'est l'Angleterre, puisque l'Italie et l'Espagne ne jouent plus un rôle important en fait dans la géodiplomatie européenne. Et on le voit très bien dans une grande controverse, qui est la controverse des années 1739, liée à un livre de cuisine qui est les Dons de Comus, qui va provoquer une controverse parce qu'il y a un avertissement qui intellectualise un peu trop l'art culinaire, et on trouve qu'on a exagéré sur la manière de parler de la cuisine comme une branche à part entière des beaux-arts, comme un élément qu'on pourrait rapprocher de la chimie, qu'on pourrait rapprocher de la peinture, de la musique, etc. Et vous avez une réponse tout de suite en 1739. Et ce pamphlet, il est écrit par un Français, et le titre du pamphlet est particulièrement intéressant parce que le titre, c'est « Lettre d'un pâtissier anglais ». Pas d'un pâtissier italien, pas d'un pâtissier espagnol. Et le fait qu'on utilise anglais, c'est parce qu'on se construit contre cet autre modèle. Et c'est là les racines de cette idée que les Anglais, eux, n'auraient pas de cuisine par rapport à la cuisine française. Et donc, dans ces cuisines nationales, il y a ce jeu quand même de rapport à l'autre. Autre élément à prendre en compte dans la construction de cette cuisine française, l'importance de la codification. Vous avez parlé avec raison des livres. La cuisine française, elle va se construire avec
également l'imprimé. L'imprimerie va jouer un rôle important. Le moment où elle va être codifiée, c'est au XVIIe. Le XVIIe, c'est le siècle des académies. C'est le moment où les élites françaises sont persuadées d'être arrivées à un tel niveau d'excellence qu'il suffit de codifier pour permettre aux générations futures d'imiter le bon goût, l'excellence à la française. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a une multiplication de traités qui vont codifier le langage, les recettes, le vocabulaire. Et vous avez un livre qui est important qui s'appelle Le cuisinier François, qui est publié en 1651, qui est un témoignage imprimé d'un processus en cours. La cuisine française apparaît avant, mais le livre va connaître un grand succès, et notamment le titre va plaire, parce que dans le titre, vous avez l'adjectif François. Et François, ça renvoie à cette France du nord de la Loire, la France du pouvoir politique, économique, religieux, la France des Bourbons, en fait, avec cette France du nord qui est celle qui domine le royaume. Et l'adjectif François, il va être réutilisé dans d'autres livres. On a par exemple le fleuriste François, on a le parfumeur François, on a le jardinier François, on a le confiturier François. On pourrait faire une très belle étude d'histoire culturelle en ne prenant que les livres avec l'adjectif François, et on verrait comment la cuisine en fait est englobée dans quelque chose de beaucoup plus large que uniquement les aspects culinaires, mais dans un modèle culturel. Et le terme François, ce qui est intéressant, c'est qu'il va être utilisé également dans les livres qui vont être imprimés par la Bibliothèque Bleue. La Bibliothèque Bleue, ce sont des livres bon marché, imprimés à Troyes, qui sont diffusés dans les campagnes françaises, dans les provinces françaises, par les colporteurs. Et on va diffuser quel type d'ouvrage? Le cuisinier François, le jardinier François, le confiturier François. Ce qui veut dire que la cuisine qui est proposée dans les provinces en France, c'est pas une cuisine de cour, c'est une cuisine française. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel. Je pense que la cuisine française a été inventée parce qu'elle n'est pas une cuisine de cour. C'est souvent une erreur de dire que la cuisine française est issue de la cour. En fait, la cuisine française, à mon sens, elle est issue d'un cercle aristocratique proche de la cour. Mais c'est pas la cour. Et la cour va aider ensuite, évidemment. Et après, vous allez avoir un processus d'imitation sociale, aristocratie, cour, noblesse, bourgeoisie, qui fait que cette cuisine, elle n'est pas restée dans un tout petit domaine, contrairement à ce qui va se passer du côté anglais, où il y a une opposition entre la cuisine de cour et la cuisine de la gentry. En France, non, parce qu'il y a un consensus, il y a une imitation. Et ces livres de cuisine français, ils vont également être diffusés à l'étranger, et il y a des traductions, très rapidement, des traductions en langue étrangère des livres de cuisine français. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous prenez ces traductions, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, ou que ce soit en Italie, les libraires, les éditeurs au sens actuel du terme, prennent soin de conserver dans le titre l'adjectif François, quand bien même le titre qui est traduit n'est pas forcément le cuisinier François. Ce qui prouve bien qu'il y a un argument derrière. Il y a un argument de vente dès le XVIIe siècle, et que la cuisine que l'on vend à l'étranger, c'est pas la cuisine de cour, c'est pas la cuisine royale, c'est plus large que ça. C'est la cuisine française, et on retrouve après cet élément dans les petites annonces, par exemple au XVIIIe, quand on recherche des spécialistes en cuisine française. Et c'est clairement dit. Et on le voit également avec les aristocrates européens qui, dès le XVIIe, veulent des cuisiniers qui soit sont des cuisiniers français, soit des cuisiniers qui ont été formés en France à la cuisine française dans les grandes maisons. Et ces grandes maisons, c'est pas forcément la cour, hein. Ça peut être aussi des grandes maisons aristocratiques. Maintenant, le prestige de la cour va jouer un rôle important, évidemment. Il faudrait absolument pas oublier le prestige et le charisme des souverains. Louis XIV, il y a un charisme évident qui joue pour le prestige du modèle culturel français. À la fin du règne de Louis XIV, Marly est un des lieux où on fait bonne chère. C'est vraiment un des temples de la bonne chère. Et évidemment, le roi le plus gourmet dans la famille des Bourbons, c'est Louis XV, et la première nouvelle cuisine, parce que le terme de nouvelle cuisine apparaît en français en 1739. La première nouvelle cuisine, elle est dans cet environnement des petits soupers fins de Louis XV, et donc là, il y a un prestige culturel de la France qui porte cette cuisine. Et pour terminer, un dernier mot, ce qui est intéressant par rapport à l'articulation avec les cuisines régionales, c'est que les premières cuisines régionales, c'est-à-dire perçues comme régionales, à l'extérieur, hein, c'est comme ça qu'on peut parler d'une cuisine régionale, c'est la seconde moitié du XVIIIe dans le cadre français, c'est le Sud-Ouest, c'est la Provence, qui sont reconnues comme ayant déjà une spécificité régionale, mais elles sont intégrées dans la cuisine française. Et c'est comme ça que fonctionne la cuisine française, c'est-à-dire qu'on a, dans un premier temps, établi une réputation nationale, et on va agréger à cette réputation nationale des cuisines régionales qui sont là pour montrer, en fait, la diversité et la richesse des terroirs.
Merci. On n'aura sans doute pas le temps de rebondir sur la référence à Stéphane Menel de Peter. Je pense que vous nuancez Menel, du coup, hein, c'est ce que je comprends. Enfin, vous partez de Menel, mais bon, voilà. Alors, merci, vous êtes un bon camarade, vous avez tendu la perche à Gilles Laferté. L'invention, c'est aussi une invention des cuisines régionales. Ben oui, donc c'est vrai que le propos s'enchaîne très très bien. Je crois on voit bien que ces façons de labelliser des noms de cuisine ou des territoires à des cuisines, c'est quelque chose qui est un espace de lutte, de définition par rapport à des espaces politiques ou des pratiques économiques ou des pratiques culturelles. Mais la culture et celle qu'elle se nomme une cuisine d'un lieu n'est pas une culture qu'on pourrait dire naturelle qui se transmet. Il y a des acteurs qui la construisent, il y a des stratégies, et donc c'est un peu ça. C'est quand on parle d'invention, il me semble important de dire qu'elle ne se fait pas dans un vide social. Il y a des institutions, il y a des systèmes de valeurs, il y a des entreprises, il y a des intérêts, il y a des marchés, il y a des acteurs, et c'est un système de compétition pour savoir où chaque stratégie est payante ou pas. Et de fait, là on l'a bien vu avec un ensemble d'éléments de construction de cuisine nationale. Et ça va être je vais essayer de vous raconter assez rapidement. Ouais, c'est bon. Ouais, le cas de la cuisine régionale, et on pourrait presque dire que si c'est la cuisine nationale qu'on nous a présentée, elle est d'origine plutôt aristocratique, dans les grands systèmes de valeurs, on pourrait presque dire que la cuisine régionale est plutôt d'origine républicaine, si on peut tendre jusque-là. En effet, moi, si on prend mon point de vue peut-être vino-centré, mais si on prend par exemple aujourd'hui le marketing du champagne, je trouve qu'on retrouve très très bien à travers les dorures, le salon, cet imaginaire aristocratique, et après vient le marketing du Bordeaux autour du château, et donc on est encore dans cet imaginaire bourgeois, et la viticulture bourguignonne qui arrive elle après dans sa diffusion internationale va elle jouer d'autres systèmes politiques pour être en compétition avec ses autres concurrents régionaux. Et donc la cuisine régionale, pour son apparition, sa systématisation, c'est beaucoup le 19e siècle, jusqu'aux années, jusqu'à la Seconde Guerre, pour ce que je vais vous raconter. Et donc quand je vous dis que ça ne s'inscrit pas dans un vide social, c'est avant tout, il faut l'inscrire dans un système technique d'invention plus large autour du tourisme, des chemins de fer, de l'automobile, avec un besoin de restauration, d'abord dans les gares, en plus après avec l'automobile, on s'échappe des villes, donc dans les villages, le long des routes, et donc il y a tout un système technique où on va essayer de requalifier des auberges en une cuisine un peu plus présentable pour la bourgeoisie qui se trimballe en automobile. Et donc c'est l'apparition des guides. On met les garages et les auberges qui sont dignes de ce nom dans les guides. Et c'est par exemple la route nationale 6, bien connue en France, où apparaissent un nombre assez important de restaurants, et notamment autour de la cuisine régionale. Mais il y a aussi cette cuisine régionale, elle s'inscrit dans une doctrine ou dans des systèmes de valeurs. On ne peut peut-être pas parler directement d'idéologie, mais il y a la période de fin 19e siècle jusqu'à l'entre-deux-guerres, c'est des périodes de fort régionalisme, d'abord culturel, puis transformé en régionalisme économique. La France semble tarder à prendre le pas de l'Allemagne ou de l'Angleterre comme de grandes nations industrielles. Elle se dit qu'un de ses atouts, ce sera sans doute son tourisme, son artisanat et son positionnement sur une économie du luxe. Et donc du coup, s'agrège là un ensemble d'acteurs, donc des journalistes parisiens qui voient un intérêt à faire monter ces pratiques touristiques, un ensemble d'universitaires, la géographie vidalienne très régionaliste et très impliquée dans tout ça, des érudits locaux qui collectent du folklore, qui collectent, il y a un goût bourgeois pour le folklore paysan à cette époque-là. Donc là, il y a une formation du regard touristique. Quand tout à l'heure vous disiez, la restauratrice de luxembourgeoise disait que les gens aimaient goûter du local, c'est toute une chose qui se construit.
premiers guides, on met les sites naturels, on met des sites historiques, et progressivement s'ajoutent dans ces guides des pratiques culinaires, un folklore, et donc chaque région se construit ou se fixe, se cristallise un folklore et une gastronomie pour accueillir cette nouvelle manne économique possible. Et cette doctrine idéologique qui est derrière, elle est donc républicaine dans le sens où il n'y a pas d'opposition petite patrie, grande patrie. L'amour de la petite patrie fait l'amour de la grande patrie. Aimer sa région n'est pas aller contre sa nation. Et c'est du côté de la viticulture, en tout cas c'est très très clair, c'est une promotion des petits propriétaires viticoles. La loi des appellations d'origine, les appellations d'origine contrôlée, c'est la promotion de la petite propriété contre le négociant pour défendre, on va dire, la plus-value de la qualité autour des noms des vins et donc des localisations de là où on collecte le raisin. Et donc la cuisine régionale, elle se fait par la construction de réseaux et donc d'alliances entre des hommes politiques beaucoup issus du radicalisme, avec des personnalités comme Tardieu, Gaston Girard pour Dijon, qui était le premier secrétaire d'État au tourisme. Et donc on peut après se poser la question, nous en tant qu'historiens, sociologues, qu'est-ce qu'une cuisine régionale à l'époque? Et je pense que ça renvoie un peu au système qui a été décrit juste avant. Si on la regarde par les pratiques, on peut par exemple collecter les menus des mariages dans les villages de telle région, qu'est-ce qu'on mangeait en 1920, là on a donc une histoire des pratiques avec des appartenances sociales, territoriales, comment les gens du coin cuisinaient. Et c'est pas exactement cette cuisine-là qui est la cuisine régionale qu'on sert dans les auberges. Dans les auberges, à ce moment-là, celles qui vont être qualifiées de restaurants gastronomiques progressivement, on va requalifier toutes ces pratiques. Et donc il y a même une incitation très forte des pouvoirs politiques locaux. Il y a la création de la foire gastronomique, par exemple à Dijon, mais qui fera florès dans d'autres systèmes, enfin dans d'autres régions. On va carrément faire des concours d'invention de plats régionaux. Et donc c'est là que se fixe le coq au vin ou le bœuf bourguignon, les écrevisses. Et donc tous les plats dans ces restaurants vont être d'ici, vont être de notre pays, du village de Volnay. Et c'est à ce moment-là où on attache les lieux les plus localisés, et plus c'est localisé, meilleure serait la nourriture. Derrière, il y a un système d'opposition où la qualité, c'est contre l'industrialisation, contre la ville, et donc le produit local est porté par une meilleure qualité. Et donc sur le système des vins, ça va arriver à l'inverse du Bordelais ou de la Champagne. On va mettre en scène le vigneron. On va pas mettre en scène le salon, on va mettre en scène la cave. Et donc quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui est fait d'un petit producteur, et c'est tout un système marketing. On va associer tradition à qualité, et qui est donc une autre veine du marketing alimentaire qui va jusqu'à aujourd'hui, les baguettes de tradition. Et donc c'est à ce moment-là, et par exemple le mot terroir, c'est à ce moment-là qu'il se qualifie. Terroir, c'est un goût de terre au 19e siècle, c'est mauvais. Le terroir devient quelque chose de positif. Ou, si vous voulez, pour vous dire aussi le changement des regards, on regarde le guide touristique de 1905, je crois que c'était, sur la Bourgogne. Il faut absolument pas prendre la route des vins, il n'y a rien à y voir, il faut passer par la Haute-Côte, c'est là qu'il y a des points de vue, des sites naturels à voir. Aujourd'hui, c'est les Champs-Élysées touristiques de la Bourgogne, cette route des vins. Il y a un paysage, on pourrait presque dire gastronomique, qui s'est construit. Les gens goûtent le nom des villages qu'ils traversent, que ça leur rappelle un vin. Donc c'est toute une production en fait culturelle qui se fait à ce moment-là. Et donc du coup, il y a un décalage entre ce qu'on pourrait dire les pratiques concrète des gens qui résident dans un territoire, qui pourrait être vue comme une culture par les appartenances sociales, à une image sociale qu'on donne à des territoires. Et je ne sais pas si vous connaissez la confrérie, toute la mention des confréries, la confrérie des Tastevins en Bourgogne. C'est quelque chose qui est fait d'abord pour des journalistes et des journalistes américains pour reconquérir le marché américain. Et donc on fait un folklore, tous les négociants se déguisent en vignerons, on se met dans les caves, on chante des chansons anciennes, on
on invente un folklore latinisant, et on met en scène un goût traditionnel qui est après repris à l'envi par les journalistes parisiens et américains, comme quoi ils sont allés voir le fin fond du terroir et que là c'est vraiment complètement authentique, mais derrière les vignerons, ce sont des bourgeois négociants dijonnais ou de Beaune ou de Nuit-Saint-Georges. Donc c'est pour dire qu'il y a des entrepreneurs qui comprennent l'esprit d'un temps et qui réussissent à produire un folklore qui plaît pour leur business et qui donc construisent une alliance entre tradition locale et qualité. Et après, ce qui est assez intéressant sur le cas de la Bourgogne, ils produisent le peuple du folklore qu'ils ont créé, et donc ils font la Saint-Vincent tournante pour justement essayer d'associer le maximum de personnes. Au départ, c'est un flop, il n'y a pas grand monde. Aujourd'hui, c'est une des manifestations les plus importantes de l'économie viticole bourguignonne. Donc c'est pour vous dire que il me semble que ce jeu entre construction par des entrepreneurs, par un système politique, par un système normatif, d'un intérêt à produire quelque chose de neuf, et donc on ne peut pas tout inventer, on ne peut pas tout faire, mais il y a des systèmes de normes qu'on peut attraper, il y a des pratiques qu'on peut attraper pour produire une culture, une image culturelle, et il ne faut peut-être pas toujours la confondre avec ce que sont les pratiques des personnes qui résident dans ces régions. Et je crois que le cas de la gastronomie française de cour, si c'est pas la cour, c'est autour de la cour ou un peu plus large. En tout cas, ça correspond bien à un point de l'espace social qui était tout en haut et qui correspondait sans doute assez peu aux pratiques culinaires des Français. Merci, c'était une très belle démonstration à partir d'un terroir. On va terminer en beauté avec Françoise, parce que nous allons faire apparemment un grand écart, mais on va rester dans The Invention of Tradition quand même, me semble-t-il, à travers une saga avec des images en plus. Voilà. Une image qui était passée tout à l'heure, mais oui, ah, voilà. Et c'est vrai, nous sommes dans l'Extrême-Orient, et c'est une saga. Françoise utilise ce terme, saga des pâtes alimentaires, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Alors, on a déjà parlé de l'histoire des pâtes, on a parlé de Marco Polo, et on a pressenti qu'il y a eu beaucoup de débats sur la question pour savoir qui avait inventé les pâtes. Alors, en octobre 2005, la question est résolue. La question est résolue par un article paru dans la revue Nature, où on nous dit on vient de trouver dans un site archéologique chinois qui datait de 2000 ans avant Jésus-Christ, donc le néolithique tardif, ce que vous voyez là, c'est-à-dire ce qui a été identifié par les personnes qui ont fouillé ce site, qui étaient essentiellement des géologues ou des géographes, donc pas des historiens de l'alimentation, je souligne quand même. Ils ont dit ça, ce sont des pâtes filiformes telles qu'on en trouve encore aujourd'hui en Chine, mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on fait des analyses biochimiques, on se rend compte qu'elles sont faites à partir de millet. Bon, très bien. Alors, regardez bien, hein, parce que on a eu le temps juste de prendre la photo et depuis ça a disparu, évidemment. C'est tombé en poussière, donc ça n'existe plus, il ne reste plus que cette photo. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, tiens, c'est quand même étonnant, parce que comment on peut faire des pâtes avec de la farine de millet, qui normalement n'est pas du tout panifiable, dans laquelle il n'y a pas du tout de gluten, puisque quand même, quand on fait des pâtes avec de la farine de blé, ce qui permet la liaison et la malléabilité et, comme on dit, les caractéristiques rhéologiques de cette pâte que l'on obtient, c'est le gluten qui se trouve dans cette farine. Et alors, il précisait aussi, les archéologues, enfin les géologues, que comme on a retrouvé aussi des restes d'os aux alentours, ces pâtes étaient nécessairement mangées en bouillon, dans ces bols qu'on voit là, comme on les mange aujourd'hui en Chine. Alors, je me suis dit quand même c'est bizarre, parce que quand même ce millet c'est impossible d'arriver à faire quelque chose qui tienne avec du millet. Enfin bon, eux étaient persuadés que c'était possible.
Alors, tout ça m'a suggéré plusieurs questions. Et la première concernait quand même l'outillage. Apparemment, il faut qu'on échange le micro. Bon. Donc la première question concerne l'outillage, parce que évidemment, si les gens de cette région qui se trouve dans le lointain nord-ouest de la Chine ont pu faire des pâtes avec du millet, c'est qu'ils l'ont écrasé. On ne peut quand même pas faire des pâtes sans farine, donc il faut l'écraser. Donc, on se pose tout de suite la question, est-ce que sur ce site archéologique, il y avait les outils permettant d'écraser les graines? Il n'y en avait pas. Mais enfin bon, comme a justifié ultérieurement, puisqu'il y a eu évidemment des contestations tout de suite, aussi bien dans les milieux chinois qu'ailleurs, un des membres de l'équipe a dit oui, mais c'est pas parce qu'on n'en trouve pas qu'il n'y en a pas eu. Évidemment, ça, c'est vrai. Deuxième interrogation, bon ça c'est la question du gluten, de ces farines de millet qu'on ne peut pas, que normalement il serait très difficile de transformer en pâte filiforme, parce que ce qui était précisé par les membres de cette équipe, c'est que bien évidemment, comme vous pouvez voir, ce sont des pâtes filiformes qui auraient été faites selon une technique qui est très courante à l'heure actuelle en Chine, qui s'appelle les pâtes étirées, qui permettent une technique absolument stupéfiante. Vous avez peut-être déjà vu des films, parce que maintenant ça se diffuse bien, mais de faire des pâtes étirées style spaghetti uniquement avec les deux mains. C'est une technique chinoise pratiquée très couramment. Bon, alors là, il faut quand même dire que le blé en Chine est arrivé très tardivement, pas avant le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que pour les membres de cette équipe, il était très important de bien spécifier qu'il s'agissait de millet, mais en même temps de dire que les Chinois étaient les premiers à avoir fabriqué des pâtes du monde entier, que les Italiens et les Arabes pouvaient se rhabiller, puisque en général c'est à eux qu'on attribue aussi éventuellement l'invention des pâtes alimentaires. Alors, bon, moi j'avais fait des recherches sur cette question, et pour moi il était hors de question de faire des pâtes avec autre chose qu'avec de la farine de blé. Bon, alors donc j'avais plus qu'à revoir tout ce que j'avais fait. Mais ça, c'est pas le plus important. Alors, quand même, comme je continuais à avoir des doutes, je me suis informée, je suis allée voir un grand savant japonais qui était spécialiste de l'histoire des millets. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait de cette découverte. Il m'a dit c'est un non-sens. Mais comme il est très modeste, lui, il n'a pas pris la peine d'écrire quoi que ce soit. Il travaille dans son coin. Et comme il est japonais, ça compte pas. Voilà, exactement. Donc, donc j'ai continué à nourrir des soupçons. Donc, quand je suis allée à Pékin en 2010, je suis allée voir l'un des responsables de l'équipe quand même, parce qu'il y avait un archéologue dans toute cette affaire qui travaille au centre d'archéologie de l'Académie des sciences sociales. Et en plus, ce collègue avait écrit quand même une histoire de l'alimentation en Chine, et c'était relativement sérieux ce qu'il a fait. C'est pas n'importe qui, c'est un type vraiment très savant. Et je suis allée le voir, je lui ai dit non, c'est pas possible cette histoire. Impossible d'entendre raison. Je veux dire, ce que je disais n'avait pas lieu d'être. Alors quand même, comme il n'est pas du tout idiot, il sait très bien que cette hypothèse était nettement contestée, même parmi les siens. Donc, quelques années plus tard, les membres de cette équipe, en tout cas lui et un autre archéologue, ont un petit peu changé leur hypothèse en disant que ce n'était plus des pâtes étirées à la main, mais des pâtes qui étaient faites par extrusion, c'est-à-dire, vous savez, par une presse. Et ce sont des pâtes qu'on fait en Chine et ailleurs avec de la farine de sarrasin qui ne contient pas non plus de gluten. Donc on les met dans une presse, ils sortent des filaments en général, que l'on fixe en les cuisant dans une eau de chaux. Bon, alors, très bien. Et
pour dire la fin de cette histoire quand même, et j'aurai une deuxième conclusion. La première conclusion, c'est que quand même en 2011, un groupe d'archéologues plus jeunes chinois ont voulu faire des expériences et essayer de voir si on pouvait vraiment faire des nouilles de millet comme ça. Et ils sont arrivés à la conclusion que c'était totalement impossible. Donc ça, ce sont des archéologues chinois qui ont fait l'expérience et ils demandaient à ce que toutes les conclusions sur ce site soient révisées et retravaillées. Alors ça, c'est une très bonne conclusion, on est très content. Mais qu'est-ce qu'il faut voir derrière cette histoire? Il faut voir que le collègue que je suis allée voir à Pékin et l'autre qui a écrit le deuxième article avec lui, en fait, ils ont tout à fait autre chose dans la tête. Je crois qu'ils s'en fichent complètement de l'histoire des pâtes. Mais ce qui les intéressait, c'était de prouver qu'à époque très ancienne, en Chine aussi, on fabriquait des artefacts alimentaires à partir de farine. Et pourquoi c'était si important? Parce que dans les travaux généraux sur l'histoire de l'alimentation, et même hors de l'histoire de l'alimentation, on considérait que les populations de l'Eurasie orientale étaient des consommateurs de céréales en grains. Alors que de l'autre côté de l'Eurasie, c'est-à-dire en Occident, enfin dans l'Europe occidentale, les populations sont majoritairement des consommateurs de céréales en farine, c'est-à-dire des céréales usinées. Et pour eux, c'est une supériorité. C'est un signe d'avancement de la société, des sociétés, des civilisations, de consommer des céréales usinées, transformées en farine. Ce qui est, enfin je veux dire, plus personne ne raisonne comme ça. On s'en fiche complètement. D'autant que dans les deux cas, aussi bien en Asie orientale qu'en Eurasie, en Asie orientale, mais qui est l'Eurasie de l'Est et l'Eurasie de l'Ouest, certes, à l'ordinaire, d'un côté on mange des céréales en grains ou des préparations qui ont été élaborées à partir de farine, mais il y a aussi des consommations à partir de bouillies de grains entiers ou à moitié broyés en Europe, et en Chine de même, il y avait des préparations plus raffinées pour certains cercles à partir de farine de millet, mais on faisait plutôt des genres de gâteaux et on ne pouvait pas faire des pâtes. Donc voilà la conclusion. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'instrumentalisation qui a été faite de cette histoire des pâtes pour essayer de prouver que la civilisation chinoise, elle aussi, était une civilisation aussi avancée que la civilisation occidentale et qu'on y consommait des préparations alimentaires à base de céréales transformées en farine. Parce que l'image est que du grain à la farine, c'est l'évolution normale des sociétés. Voilà. Merci François, c'est une belle démonstration là aussi. J'ai le souvenir, mais n'étant pas un spécialiste, s'il y en a dans la salle de la cuisine espagnole, ils ne me contrediront pas, mais ils me contrediront peut-être ou pas. J'ai le souvenir d'une intervention dans le cadre de l'IHR il y a déjà un certain temps d'une collègue espagnole sur la construction de l'identification à l'époque du franquisme autour de la paella, plat régional qui devenait un plat national, de surcroît aux couleurs du drapeau espagnol. Ah oui. Je n'ai peut-être pas réfléchi, mais la paella standard, elle a les couleurs du drapeau espagnol. J'entends le drapeau franquiste, pas le drapeau de la République, où il faudrait introduire du violet. C'est encore une autre affaire. Bon, vaste problème. Il est 12h45, ce qui veut dire que la table ronde, au sens strict, est terminée, et que vous avez 15 minutes pour poser des questions, en précisant, premièrement, qui vous êtes, en 2 mots, et deuxièmement, à qui, en priorité, s'adresserait la question, à moins que ça s'adresse à tout le monde. À vous la parole. Ah, là, vous êtes absolument accablé. Ces démonstrations sont trop belles, là, effectivement, ça devient imparable. Il y a là, oui, et ensuite, au premier rang, monsieur, si... Voilà, madame. Bonjour, voilà, Sonia Merveille, professeure de cuisine.
Je vais faire un petit mot pour Monsieur Quelier. Peut-être un plus près de la plus bouche. près, voilà. Un petit mot pour Monsieur Quelier qui parlait donc des cuisines régionales. Il avait donné l'exemple, je sais dans son livre La table des Français, de par exemple la confiture de Mirabelle qui représentait la Lorraine. Oui, je me souviens bien. Voilà. Et il disait que justement les cuisines régionales s'étaient aussi construites, mais vous confirmerez, parce qu'à un moment donné, alors je vais peut-être bâcler le sujet, il fallait pouvoir présenter aux nobles qui rentraient dans les régions la région avec un produit typique. Alors il prenait l'exemple de la Lorraine en disant, voilà, on offrait la confiture de Mirabelle, j'ai peut-être une bêtise, c'était typique. Et ça, apparemment, donc c'était assez, je sais pas, au XVIIe, c'est là que sont aussi construites certaines tendances régionales. Vous confirmerez peut-être. Ouais. Alors effectivement, pour les confitures de Mirabelle, on a des preuves de dons au XVIe, XVIIe siècle. Et les historiens modernistes et médiévistes ont beaucoup travaillé sur les dons, en fait, avec derrière une idée qui a notamment été travaillée par Philippe Mézy, qui a fait sa thèse sur la cuisine du Sud-Ouest et qui a bien montré qu'il y avait des cuisines régionales, en fait, avant le XIXe, contrairement à ce qu'on disait tout le temps, que dès la seconde moitié du XVIIIe, ça commence à apparaître en France. Et il a développé une idée qui, moi, que je trouve très pertinente et très intéressante pour comprendre notamment l'invention des spécialités dites régionales. Il fait un lien entre les denrées alimentaires qui sont offertes aux puissants dans les entrées, dans les villes, les entrées royales ou les entrées de... C'est entrée, pas au sens de carte de restaurant. Non, précise ce que c'est qu'une entrée quand même. Alors les entrées sont les entrées officielles dans les villes où vous avez le corps municipal qui est présent pour accueillir les puissants et en principe on fait des cadeaux. Et ces cadeaux sont souvent des denrées alimentaires. Et en principe ce sont des denrées alimentaires qui peuvent circuler. Normalement on offre des denrées d'excellence puisqu'on les offre à des personnes qui ont un statut social élevé. Et on le fait avec publicité. Et donc il y a une forme de contamination symbolique positive puisque le produit est offert à quelqu'un de puissant et la personne puissante accepte le produit. Donc une forme de contamination. Et Philippe Mézy montre très bien que ces cadeaux qui sont offerts dans le Sud-Ouest au 19e, ce sont les spécialités régionales du Sud-Ouest, on les retrouve. Et donc il montre bien cette construction en fait. Et ça c'est un élément qui est important sur la manière dont on peut comprendre la création des spécialités régionales, des spécialités de terroir et des cuisines régionales, cette profondeur historique. On peut également citer un livre récent qui est le livre de Thomas Perker sur le terroir, le goût de terroir en France, qui s'intéresse à la question pour le 16e, 18e siècle, où il montre comment ça se construit progressivement. Et pour terminer, vous avez au 17e une figure nouvelle qui apparaît et qui va jouer un rôle important dans le discours gastronomique français, c'est la figure du coteau. Le coteau, c'est un terme qui est typiquement 17e, et le coteau, c'est la personne qui est capable, au goût, de reconnaître l'origine d'un vin ou d'une viande, d'un mets, etc. Et coteau, c'est un personnage important parce que c'est le chaînon manquant, en quelque sorte, entre la figure du gourmet et du friand, qui est une figure médiévale, des figures médiévales qu'on va retrouver pendant l'époque moderne, et la figure du gastronome, qui est une figure 19e. Et entre les deux, on a le coteau. Et l'intérêt du coteau, c'est qu'il introduit dans le discours gastronomique français la richesse des terroirs. Et donc c'est comme ça que ça peut fonctionner. Et tout ça se met en place progressivement. Alors après, l'historien, il est toujours à la recherche du mythe des origines, de savoir quand ça apparaît, etc. Là, on est sur une construction culturelle qui prend du temps, qui s'inscrit sur des générations, mais qui se met en place déjà sous l'Ancien Régime. Merci, je suis très content de pouvoir donner la parole à un des grands historiens de la culture ici présent, Alberto Capatti. Je me posais la question à l'intérieur disons, de la représentation symbolique des systèmes nationaux, du rôle écrasant que Paris a eu dans la culture gastronomique française. C'est une anomalie par rapport à tous les autres pays européens. Et disons que du 19e au 20e siècle, cette anomalie provoque même chez Kurnowski et compagnie une sorte de révolte. Alors je me demandais, cette nation qui est une ville, quelle nation est-elle? Peut-être que Peter, avec la distance belge, pourrait déjà apporter une réponse. Ensuite, Florent.
Je ne suis pas sûr que Paris soit exceptionnel. Il y a aussi des villes comme Vienne, par exemple, qui sont... Bon, c'est pas pareil, mais c'est une grosse ville, c'est une grande ville, c'est une ville importante, c'est la capitale d'un royaume. Peut-être qu'il y a des analogies à faire entre Paris et Vienne. Peut-être, ça il faut vérifier. J'ai utilisé déjà ici aujourd'hui l'idée d'une éponge. Paris, c'est comme une grosse éponge qui peut être agréable ou pas, mais qui vraiment reprend pas uniquement les régions de la France, mais aussi d'autres régions, du Luxembourg, de la Belgique, de l'Italie du Nord, par exemple, et tout ça devient francisé, utilisé et a une nouvelle identité, au fait. Pourquoi Paris, ce serait exceptionnel? Peut-être que Paris, au fait, est une ville exceptionnelle formée par des habitants qui nous viennent pas uniquement des régions françaises, mais de partout du monde. Léa a très bien dit qu'il y avait des artisans luxembourgeois qui allaient étudier, qui allaient pratiquer la cuisine à Paris. C'est pas à Tours, c'est pas ici. Au début du 19e, hein, ça change. Hein. C'est pas Orléans, c'est pas Lyon, c'est Paris. Et c'est de même pour Bruxelles. Les Bruxellois, ils vont étudier, pratiquer à Paris, et le reste de la France n'existe pas parce que toute la France est à Paris. Je ne suis pas sûr que ce soit la même chose pour Vienne, mais il se peut. Donc sur Paris, Paris à la fin du règne de Louis XIV, c'est 500 000 habitants, hein, c'est un monstre urbain. La deuxième ville française, c'est Lyon, et on doit être à 90 000 habitants. C'est-à-dire qu'on a une armature urbaine qui est totalement dominée par le monstre parisien. À la veille de la Révolution française, on doit être à 604 000 habitants à Paris. Et quand on parle du modèle François, en fait, le cœur du modèle François, c'est Paris, hein, évidemment. Et quand je disais tout à l'heure que la cuisine française n'est probablement pas née à la cour, mais dans un cercle d'aristocrates très proches de la cour, il faut comprendre des aristocrates parisiens. Ça se joue là, notamment avec l'hôtel de Rambouillet, etc. On est dans ce mouvement-là. Et si on prend l'invention des restaurants au sens des restaurants étoilés gastronomiques, ça se passe à Paris, hein, à la fin du règne de Louis XV, et c'est à Paris. Hein. Et pour l'histoire du 19e siècle, on s'aperçoit qu'en fait, les cuisines les plus renommées en France au 19e, c'est pas les Tuileries, hein. C'est pas là où on a vraiment les meilleurs officiers en fait de bouche ou les meilleurs artisans. Ce sont bien soit dans les maisons particulières, les hôtels aristocratiques, soit dans les hôtels, dans les restaurants. Et donc derrière, dans l'invention de la cuisine française, il y a aussi cette originalité française d'un pays qui a une vieille tradition de centralisation en fait quand même, parce que la monarchie des Bourbons, elle est quand même dans une logique centralisatrice avec les intendants de justice, police et finances, etc. Et donc dans le modèle qui est développé, c'est un modèle du Nord et essentiellement un modèle parisien. Et donc ça joue d'une manière essentielle dans l'image ultra positive que cette cuisine va avoir à l'étranger. Si vous prenez les livres de cuisine qui sont publiés à la fin 18e ou plutôt début 19e, là on va retrouver par exemple l'adjectif parisien ou parisienne comme étant un argument pour montrer l'excellence d'un modèle culturel, mais ça tient vraiment à cette originalité française, cet État unifié et avec un pouvoir qui est centralisé. Parce que Versailles n'est une capitale culturelle que pendant, en gros, une partie du règne personnel Louis XIV, mais dès le XVIIIe, c'est fini, hein, c'est Paris qui est redevenu le centre culturel français majeur. Peut-être qu'en effet, l'autonomisation, votre hypothèse bien argumentée du fait que c'est pas la cour, c'est un cercle d'aristocrates proches de la cour, mais est en quelque sorte aggravée par la distinction géographique Versailles-Paris, qui se termine, comme on le sait, par la victoire totale de Paris, et bien avant même octobre 89. Deuxième remarque, plus un État va être centralisé, mais aussi assez impérial en dominant, plus il sera, j'allais dire, cosmopolite. Parce qu'on est tellement obsédé par la dimension nationaliste, mais à partir du moment où Vienne, ça fonctionne déjà, pour Vienne, bon, New York, etc., bien entendu, c'est une garantie de cosmopolitisme. La puissance impériale qui est vue comme une sorte de rétractation, ben non, c'est fatalement une ouverture, puisque évidemment, une partie de l'immigration, en particulier qualitative, n'a de Dieu que pour Paris. Et on sait que plus on va aller vers par exemple des immigrations culturelles
pas évidemment ouvrière, etc. Plus évidemment, quand on se rend compte où va l'étranger, c'est à Paris, sorti, c'est le premier qui sortit du périphérique qui est perdu, quoi, hein. Il faut quand même penser à ça, sinon ce serait un peu simpliste. Et puis, dernier élément, c'est vrai qu'il me semble que Paris joue un rôle important dans l'invention des cuisines régionales. Je ne sais pas si vous confirmez ce que j'avais appris, mais que je répète comme un perroquet, mais après tout, je n'ai pas vérifié sur le terrain, à savoir que la choucroute alsacienne était une invention de l'Île-de-France. C'est-à-dire que les restaurateurs, brasseurs d'ailleurs souvent alsaciens, se retrouvent à Paris au contact de la charcuterie d'Île-de-France. Et donc, pour un francilien, comme on ne disait pas à l'époque, on est au 19e, c'est de la choucroute alsacienne, puisque c'est servi dans des brasseries alsaciennes. Mais pour un Alsacien, la vraie choucroute, ce serait plutôt avec des poissons, etc. Mais c'est pas ce qu'on appelle la choucroute alsacienne. C'est ce que j'ai appris. Je ne sais pas si c'est vérifié. En tous les cas, même la notion de cuisine du Sud-Ouest, ça me paraît être le croisement entre Vidal de la Blache, donc une conception de géographe, et puis une vision évidemment pas du Sud-Ouest. Dans le Sud-Ouest, on est gascon, on ne va pas faire de la cuisine du Sud-Ouest, mais du point de vue de Paris, ah bah oui, le Sud-Ouest, ça existe. Voilà. Une dernière question, il doit être 56. On a le droit à une question, mais une seule. Bon, ok. Merci. Donc, je me suis présentée tout à l'heure, Laura Hanart, cuisinière et communicante. Est-ce que vous pourriez nous rappeler comment, justement, les premiers restaurants sont créés? Voilà, c'est à Florent, mais en 2 phrases, ce qui est cruel. Il y a quand même toute une littérature, on peut vous renvoyer à ça. Oui, on peut vous renvoyer au livre de Rebecca Spong. Là, vous aurez vraiment, sur l'invention des restaurants, vous aurez vraiment quelque chose de très solide sur la création des restaurants. Alors, pour être très rapide, on est dans une logique de remise en question des corporations et le développement d'un nouveau lieu de restauration avec des officiers de bouche de l'aristocratie qui quittent leur maître et qui vont ouvrir des restaurants où on va offrir à la portion des plats qui sont des plats raffinés et qui renvoient à la grande cuisine. Mais après, il me faudrait beaucoup de temps en fait pour pouvoir développer, mais avec Rebecca Spong, vous avez l'intégralité, parce qu'il y a beaucoup de légendes aussi avec Chantoiseau, etc. Il y a quand même aussi beaucoup d'éléments, mais je crois que c'est aussi propre à l'alimentation, ces légendes. On l'a vu dans les différentes interventions, obligatoirement dans la création de ces cuisines ou de ces lieux, il y a des mythes qui sont créés, mais qui font partie de l'imaginaire dont on a besoin pour apprécier ces plats. Oui, après Rebecca Spong, il y avait une autre recherche qui avait été ébauchée, qui commençait à nuancer même Rebecca Spong, sauf qu'elle n'a jamais été terminée. C'était une élève qui avait une allocation pour ça, d'Alain Cabantous, et puis qui avait trouvé des documents nouveaux. Donc je pense qu'il y a, pour des jeunes chercheurs voulant travailler sur le XVIIIe siècle, dans les archives, en particulier à Paris, il y aurait des choses à explorer. Merci pour que Florent ait terminé sur cette idée que la légende finit par triompher, c'est-à-dire que grosso modo chacun son job, les sciences sociales déconstruisent, et puis vous dans l'assistance, à mon avis, vous reconstruisez sans arrêt. Print the legend.